L'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce samedi 15 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Grande Tribune, la troisième du genre. Nous sommes ensemble pendant 90 minutes. Au cours des 90 minutes prochaines, nous allons ensemble décrypter, analyser l'information telle que vue par nos confrères de la presse écrite au cours de cette semaine et bien sûr des informations traitées au cours de la semaine qui s'achève déjà. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena, il est encore avec moi ce matin pour décrypter et analyser l'information. Bonjour Raoul. Bonjour Steve Jocelyn Goss, bonjour également à nos téléspectateurs qui s'amplifient davantage. Alors je voudrais bien savoir si vous allez bien pour ce matin. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoique les événements sont enchaînés. Vous également, j'espère que vous allez bien du côté de chez vous et surtout devant vos petits écrans. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et bien sûr nos confrères de la presse écrite internationale, directeurs de publication, rédacteurs en chef, nous les aurons en ligne tout à l'heure. Eux-mêmes vont analyser, décrypter les informations que eux-mêmes ils ont traitées au cours de cette semaine. Madame, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, la première partie qui concerne l'Afrique. Commençons par cette première partie avec le journal à Niamey. Nous sommes là au Niger qui nous parlait cette semaine de Areva qui revient en force, nous disait à Niamey au cours de cette semaine. Le journal précisait que son président directeur général, Luc Ouxel, a été reçu par le président Issoufou Mahamadou. Selon nos confrères, il était question de relancer les discussions entre le groupe nucléaire et le gouvernement de ce pays. Luc Ussel est donc le président directeur général du groupe français de l'uranium du minier Areva qui exploite l'uranium du Niger depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui. Il était donc reçu le vendredi 7 mars dernier par le président Issoufou Mahamadou pour relancer notamment la négociation qui avait déjà été interrompue. Vous savez que Areva est dans une logique d'une renégociation d'un autre contrat de 10 ans qui va leur permettre d'exploiter davantage l'uranium de ces pays, le Niger. Mais il y a un point de discorde, celui de la fiscalité qui devrait être revu à la hausse parce que, voyez-vous, la loi, le texte de 2006, révisé par le Niger, demande donc désormais que la société française ne puisse plus être exonérée des droits de fiscalité, mais devrait davantage également payer cette fiscalité. C'est ça qui pose problème. Lorsque cette société essaye d'évaluer, elle estime que mathématiquement, ce n'est pas faisable parce que c'est beaucoup d'argent qui seront perdus pendant que l'uranium même ne passe plus sur le marché mondial tel que cela se passait. Mais l'État du Niger pense également que Areva engrange d'énormes bénéfices dans leur pays par l'exploitation de l'uranium. Donc il y a lieu maintenant d'entrer en possession de tout ce qui leur est de droit. Donc ça pose donc un problème des négociations qui s'ensuivent depuis pratiquement 6 mois aujourd'hui. On aurait cru que depuis le 31 décembre 2013, on se serait déjà arrivé à un consensus, mais hélas, aujourd'hui les négociations piétinent davantage. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est Areva veut tout simplement l'exonération des frais de douane, des TVA, ce qui semble être problématique pour l'État du Niger qui pense qu'il perd déjà suffisamment, pratiquement 40% des revenus extraits de l'exploitation de l'uranium. Ça pose un réel problème. Or, cette fiscalité qui a l'air de 5,5%, qui devrait être revue à 12%, ne semble pas être d'accord avec Areva. Donc, l'État du Niger n'entend pas également réfléchir. Mais si cela y est arrivé là, il faudra penser que cette fiscalité qui partira de 12% sera donc de la valeur des ressources extraites, soit un afflux estimé de 15 à 20 millions d'euros chaque année pour l'État du Niger. Mais aujourd'hui, on sait quand même que Areva brasse des milliards de francs CFA du côté du Niger, mais selon l'indice humain, indice de développement en fait de la Banque mondiale et surtout des Nations Unies, aujourd'hui le Niger est classé comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Là-bas, il n'y a pratiquement pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Chaque jour, les populations sont dans les rues pour demander exactement où va cette richesse qui est recueillie par les Occidentaux sur le territoire nigérien. Voyez-vous, le Niger, là-bas, les gens ont extrêmement faim et le débit de pauvreté a atteint pratiquement son apogée. Ça donne donc plus le temps aujourd'hui à ceux qui souffrent davantage de penser un seul instant qu'on peut encore exploiter leur trésor et ne pas verser de l'argent tel que cela devrait y être. Et surtout, que cet argent ne serve pas aux intérêts du pays.
Pourtant, c'est une chose simple, c'est que le Niger a énormément d'uranium. L'uranium qui est aujourd'hui exploité par Areva depuis aujourd'hui 40 ans, comme le disaient en tout cas nos confrères de Niamey qui nous faisaient comprendre que Areva revient en force au cours de cette semaine encore. Le journal précisait que son président directeur général, Luc Oursel, a été reçu par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Selon nos confrères, il était question de relancer les discussions entre le groupe nucléaire et le gouvernement de ce pays, discussions qui piétinent depuis décembre dernier. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre et que bien sûr on ne parlera plus d'exonération des douanes dans les tout prochains jours du côté du Niger et surtout avec Areva. Tout à fait. Sud Quotidien, nous sommes là au Sénégal. Parité absolue, autorité parentale, le défi de l'effectivité des acquis des femmes. C'est ce que Sud Quotidien croit. Il est bon de parler de la longue marche pour l'émancipation de la femme. En tout cas, le journal saisissait en tout cas l'occasion que lui offrait la 29e édition de la Journée internationale de la femme pour passer en revue le combat de la femme sénégalaise. C'est justement pourquoi vous voyez la grande une de ce journal, la longue marche pour l'émancipation. Il faut saluer la plume d'Ibrahim Diallo qui nous écrit cet article et qui précise clairement que le leadership féminin est un facteur de progrès et non une menace. Parce que les hommes ont toujours pensé que la femme devenait davantage une menace, le fait de revendiquer davantage ses droits. Et ça pose donc un problème, mais les femmes du Sénégal ont quand même su revendiquer ses droits et obtenir de l'État un certain nombre d'acquis tels que le journal nous fait comprendre que les femmes gagnent de plus en plus du terrain dans leur combat quotidien pour l'effectivité de leurs droits, notamment la révision du Code de la famille qui consacre l'autorité parentale là-bas. Surtout l'adoption de la loi permettant à la femme de transmettre la nationalité à son mari et à ses enfants. Donc c'est donc pratiquement une victoire pour les femmes sénégalaises qui ont fêté la 29e édition de la Journée internationale de la femme d'un saut particulier. Parce qu'ayant obtenu quand même ce qu'elles ont demandé à l'État du Cameroun, il était quand même mieux de faire la fête. Et à l'État du Sénégal, il était donc bon, n'est-ce pas, de faire la fête, la grande fête. Mais ce qu'il faut relever, Steve, c'est que c'est une longue marche vers l'émancipation. Effectivement, comme l'a dit Sud Quotidien, les femmes devraient davantage se donner confiance, davantage parvenir à démontrer qu'elles peuvent également construire l'édifice d'une nation. C'est pour cela que certains chefs d'État qui ont essayé de faire des ouvertures envers les femmes n'ont pas été déçus. Vous savez qu'en France, c'est la parité pratiquement observée au niveau du gouvernement de M. Hollande. Ça se multiplie un peu comme ça. Au Sénégal, petit à petit, en tout cas, on s'avance vers un bon au Sénégal, c'est une femme qui est Premier ministre. Exact. Et elle en avait d'ailleurs été en 2001 sur le règne d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Macky Sall a également reconduit une femme comme Premier ministre. Et je vous rappelle que la femme qui est commissaire, qui dirige la sécurité publique à Dakar, est une femme qui a été nommée pendant qu'il y avait cette affaire de la cocaïne qui perturbait pratiquement toute la police sénégalaise. Donc elle a été nommée pour... On connaît également plusieurs députés femmes, en tout cas, qui font aujourd'hui, qui s'asseyent en tout cas à l'Assemblée nationale. Vous comprenez donc que la femme est dans son plein droit et elle a des capacités de faire autant que des hommes. En tout cas, nous le savons, depuis belle lurette, la femme a pas mal de choses à démontrer et surtout, elle les démontre déjà depuis belle lurette sur le continent noir. On le sait également, on connaît déjà des présidentes de la République sur le continent nord. Il y en a, il y a Hélène Johnson, il y en a, si on prend même du côté de l'Europe, vous allez voir quand Philippines, Michel Bachelet également est là. Angela Merkel qui est en Allemagne et qui dirige le pays d'un bras tout à fait d'homme, si vous voulez bien. Donc c'est des gens c'est des femmes qui ont pu quand même acquérir un certain nombre de suffrages et qui ne trahissent pas le peuple. En tout cas, elles n'ont jamais trahi le peuple justement parce qu'elles sont la mère de l'humanité, elles sont la mère des hommes parce qu'il faut également préciser que les hommes respectent mieux encore les femmes. Quelqu'un avait dit que la femme ne ment pas beaucoup. La femme ne ment pas beaucoup. Tout à fait. Si vous le dites, en tout cas, pour ce que, comme disait Molière, la femme est franche quand elle ne dit pas de mensonges inutiles. En tout cas, comme le disait Sud Quotidien, Sénégal, parité absolue, autorité parentale, le défi de l'effectivité des acquis des femmes, c'est ce que Sud Quotidien croyait bon de parler de la longue marche pour l'émancipation. Le journal saisissait l'occasion que lui offrait la Journée internationale de la femme, la 29e du genre, pour passer en revue le combat de la femme sénégalaise. Et bien sûr, nous l'avons encore si bien souligné au cours de cette matinée encore. Allons-y avec Iwaku, les voix du Burundi, qui nous parlait d'un exemple typique d'ingérence politique qui conduit à la ruine. Nous faisait savoir Iwaku, les voix du Burundi, le lycée municipal de Kinkungu, victime des rivalités politiques, est en proie aux tensions diverses, rapportait Iwaku dans une de ses parutions de cette semaine. C'est un bras de fer qui dure déjà pendant un bon bout de temps.
un bras de fer qui opposait l'économe de ce lycée au proviseur. Au proviseur ou un directeur, parce que chez eux encore on parle des directeurs. Alors le bras de fer tourne pratiquement au scandale parce que c'est le directeur qui perd son poste, relevé de ses fonctions, alors que l'économe a tout simplement été muté. Alors on se demande bien, ce directeur qui est venu avec des résultats au sein de ce lycée, parce que lorsqu'il est arrivé, on a quand même vu le lycée faire des résultats assez clairs. Un grand changement. Et les enseignants donc, qui se sont réunis ont donc écrit une lettre au président de la République pour lui demander de faire l'arbitrage dans cette affaire. Ils ne comprennent pas que celui qui a pratiquement raison aujourd'hui chassé et celle, parce que c'est une dame que je ne voulais pas citer de nom aussi, celle qui était pratiquement fautive sur toute la ligne se retrouve tout simplement butée. Ça pose problème. On se pose donc la question de savoir si le politique s'infiltre donc déjà dans des affaires éducatives. Ça pose problème parce que là, maintenant, on politise trop. L'éducation n'a plus sa place. Le milieu sain où on pensait, où on pouvait tout simplement enseigner des enfants, les inculper des valeurs morales dignes de cela, devient maintenant un sein de corrompu. Et ça pose un problème. C'est pour cela que vous voyez la une d'Iwaki nous dit clairement, lorsqu'il y a déjà cette ingérence dans des trucs comme le lycée, ça pose un véritable problème. On se demande bien quelle est l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Raoul Pepa Bena, il y a quand même un sérieux problème quand on parle du politique et de l'éducatif. C'est deux mondes à part. Mais lorsque maintenant ceux qui sont dans l'éducatif, bien alors dans l'éducation, s'ingèrent ou alors sont dans le politique, il y a un sérieux problème. On a l'impression que c'est un problème de leadership parce que d'un côté on a un directeur qui veut mettre de l'ordre dans un lycée et de l'autre une économe parce qu'elle a des affinités avec le parti au pouvoir. Justement parce on a l'impression qu'elle a plus de pouvoir que son directeur. Elle est effectivement au sein de ce parti. C'est un gros problème parce que c'est une chose qu'on regarde, on voit un peu partout aujourd'hui sur le continent. Oui, c'est un problème, mais ça peut se gérer autrement. Vous savez, même ces directeurs sont aussi des hommes politiques, sauf qu'il faut savoir faire de la politique dans le cadre politique et rester tout à fait un homme d'éducation dans le cadre d'éducation. Ça pose donc un problème lorsqu'on ne peut pas concilier ces deux tâches, c'est-à-dire qu'à quel moment on est éducateur et à quel moment on devient homme politique. Et quand on sait que le politique ne voit pas toujours la chose de la manière la plus vraie, le politique tire toujours la couverture de son côté. Oui. Alors, sur le plan éducatif, on est censé être droit. On est censé inculper des valeurs morales pour permettre à la progéniture d'avoir tout au moins un sens naturel. Et ça pose donc un problème sérieux lorsqu'on ne peut pas discerner ces deux cas. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement au Burundi dans ce lycée. Quand vous parlez, vous me rappelez en tout cas ce que disait Montesquieu, en politique, les habitudes tuent. Et j'ai l'impression qu'apparemment c'est ce qui s'est passé du côté du Burundi, comme le rapportait Iwaku dans sa parution de cette semaine avec cette économe et son directeur, parce qu'elle a mené les habitudes politiques, en fait, dans son lycée. Donc à un moment donné, ses habitudes l'ont carrément tuée, elle a été mutée dans un autre Mais lycée. il faut préciser que cela révèle également de ce qu'on appelle pratiquement l'orgueil des femmes, parce qu'elle refusait totalement à se plier aux décisions du directeur qui lui demandait par exemple de ressortir un peu d'argent pour revoir les toilettes totalement défectueuses. Elle ne voulait pas s'y aligner. Le directeur lui disait, pendant que les élèves vont pour des activités sportives, il faut quand même réserver des réfléchissants, ce qui ne semblait pas être du goût de Madame l'économe. Donc, pratiquement, il y avait ce bras de fer qu'on a tôt fait d'assimiler à un problème politique. En tout cas, on le sait déjà, quand on est quelque part dans un lycée, on a toujours tendance à dire « moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Je connais quelqu'un, celui qui vous a nommé là, je peux l'appeler là, il vous enlève. Il vous enlève. Et puis vous allez regretter. Parce que quelque part, on s'est dit qu'on a la grande côte. Trafic d'influence. Trafic d'influence, comme vous le dites, Raoul Pépin Bena. Eh bien, comme le disaient nos confrères de Iwaku dans cette parution, un exemple typique d'ingérence politique qui conduit à la ruine, nous faisait savoir Iwaku, les voix du Burundi, un lycée municipal précisément de Kikungu, victime des rivalités politiques, est en proie aux tensions diverses, en tout cas entre l'économe et surtout son directeur. Déjà, le directeur a été démis de ses fonctions et l'économe a été muté dans un autre lycée. C'était à lire dans les colonnes du quotidien burundais Iwaku. El Watan, nous sommes là en Algérie. Comme on le dit ce côté-là, on appelle El Watan, c'est la nation. La police empêche le sitting des chefs de parti au sanctuaire des martyrs. El Watan qui nous rapportait les faits précisait que la police qui a fermé tous les accès venant au monument des martyrs a utilisé des chiens pour disperser
la foule. C'est pratiquement la 4e ou 5e manifestation depuis l'annonce de la candidature. Annonce officielle. De la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika. Voilà, Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État algérien, qui semble être aujourd'hui en face d'une véritable révolte. Parce qu'après les étudiants et les journalistes, il y a eu maintenant les gardes communaux. Et après ces gardes communaux, c'est des chefs de partis politiques qui sont descendus dans la rue pour dire nous ne voulons pas de cette candidature. Après ces chefs de partis, nous aurons appris également que les intellectuels, c'est-à-dire les enseignants des universités et certains dignitaires intellectuels de ce pays sont également descendus dans les rues pour dire non, nous ne voulons pas du 4e mandat de M. Abdelaziz Bouteflika. Mais rappelez-vous que la Constitution lui autorise d'aller autant de fois qu'il peut. Mais le problème que les Algériens semblent mettre sur la table aujourd'hui et qui n'est pas moins négligeable, c'est que la santé du président algérien semble être problématique. On estime que Bouteflika, au bout de ses 3 mandats successifs, a donné tellement à l'Algérie que la maladie a pu le rattraper et qu'il devrait maintenant céder l'alternance. Ce qui ne semble pas être du goût du président actuel qui pense que au de ses 77 ans, il peut encore diriger ce pays de bras de fer. Mais depuis un bon bout de temps, on constate que la police use pratiquement de son droit pour chasser et disperser des manifestants qui veulent tout simplement revendiquer un droit utilise normal. en tout cas tous les moyens. Et quand on parle de moyens, ils ont utilisé en tout cas des chiens. Voilà, qui veulent revendiquer un droit normal parce que, d'après eux, avoir l'allure que l'Algérie est en train de prendre, on risque d'avoir un chef d'État qui ne va même pas achever son mandat. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il ne sera pas là? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans des situations telles que la Côte d'Ivoire, après la mort du feu au fouet de Boigny? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans des situations telles que la Guinée-Conakry, après le départ de Sékou Touré? Donc il y a tellement des situations que nous pouvons citer et qui ont pratiquement tourné au vinaigre. On ne va pas oublier également ce qui s'est passé également du côté du Togo après la mort de Gnassingbé et Yadema. Bon, là-bas au moins il y a eu une transition qui a été gérée très rapidement parce qu'on a pris le fils. Même si à un moment donné, il y a eu un problème entre Kapacha, voilà, Gnassingbé et son frère qui est aujourd'hui au pouvoir. Voilà. Donc ça pose donc un problème sérieux. En Algérie, les Algériens veulent éviter ce chaos. Voilà pourquoi ils demandent au président Bouteflika de ne pas revenir pour un 4e mandat. Mais peut-être le 4e mandat du président Bouteflika permettra aussi à l'Algérie de sortir peut-être de ce petit bourbier dans lequel il est en ce moment. Cela nous rappelle également une que nous avons eue au cours de cette semaine, ou bien alors la semaine dernière, une qui nous venait directement du Cameroun, qui était carrément simple à lire et surtout très facile à comprendre. On nous faisait comprendre, ces malades qui nous gouvernent. Tout à fait. Bon, heureusement pour ces malades, personne n'est encore mort jusqu'à présent. En tout cas, heureusement pour eux, personne n'est encore mort. Et comme le disait la nation, El Watan, la police empêche le sitting des chefs de parti au sanctuaire des martyrs. El Watan, qui nous rapportait les faits, précisait que la police qui a fermé tous les accès venant au monument des martyrs a utilisé des chiens pour disperser la foule. On parle de ce sanctuaire des martyrs apparemment. C'est un lieu sacré. C'est un symbole pour l'Algérie. Un symbole de la révolution. Tout à fait. C'est un lieu sacré, comme vous le dites. C'est un symbole pour les Algériens qui se rappelleront toujours qu'ils ont eu à mener un combat dur pour pouvoir obtenir leur indépendance, des bras de fer face à la France. Raoul Bena, je vais insister un peu là-dessus. Quand on parle du sanctuaire des martyrs, je vais également insister sur les lieux qui sont aujourd'hui, à un moment donné, on a l'impression que c'est des lieux de grève, des lieux où on parle généralement de tensions, en fait. En réalité, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Libye. C'est des lieux qui rappellent une certaine révolution. C'est des lieux qui, en eux seuls, constituent toute une histoire. Parce que lorsque vous voyez ces gens-là se diriger vers ce lieu, c'est pour dire, ici du sang a coulé, pour que nous soyons libres aujourd'hui. Donc il est impensable que nous retournions comme nous étions avant. Parce que ceux qui sont morts là, sont morts pour notre liberté. C'est ce que ça signifie. Donc quand vous les voyez se rendre tout droit vers ces lieux, c'est parce que ces lieux indiquent quelque chose de très fort. En tout cas, pour conscientiser ceux qui sont à la tête du pays. Cette information était à lire dans les colonnes du quotidien algérien El Watan. Dans sa parution de cette semaine, restons dans le nord du continent noir avec Al-Aram. Ça, nous sommes en Égypte précisément. Éviction du Hamas. Quelles conséquences? C'était la grande interrogation de nos confrères. L'hebdomadaire égyptien, nos confrères nous faisaient comprendre que cela pourrait affecter le rôle de l'Égypte en tant que médiateur dans le dossier palestinien. Voilà encore des problèmes du côté de l'Égypte. On parle en tout cas de l'éviction du Hamas et les conséquences de cette éviction. La justice, malheureusement, vient de prendre une décision, celle d'interdire complètement toute activité du Hamas sur le territoire égyptien. Ça ne va surprendre personne, on l'a vu.
On l'a vu avec les activités des frères musulmans qui ont été pratiquement suspendues. Le Hamas porte maintenant ce bonnet tout simplement parce qu'on estime que cette société, le Hamas, apporte son appui aux frères musulmans et qu'en complicité avec les frères musulmans, le Hamas parvient à faire des exactions sur le terrain, le sol égyptien, ce qui pose énormément de problèmes avec des actes de terrorisme que l'Égypte enregistre tous ces derniers temps. C'est un peu cela qui excite la justice égyptienne à prendre cette décision, mais cette justice n'a pas réfléchi sur le rôle que l'Égypte joue face à la négociation sur la crise israélo-arabe. On sait bien qu'il s'agit encore là du Hamas qui sera en face. Alors, est-ce que l'Égypte va donc jouer ce rôle de neutre? C'est là où on se pose la question. Si l'Égypte a déjà sous son dos le Hamas, quel sera le poids que l'Égypte pourra donc donner désormais à la négociation qui est censée être entre Israël et la Palestine, d'où l'Égypte joue d'ailleurs un rôle central et où l'Égypte a pu engranger les points pour être aujourd'hui une nation N'oublions pas centrale. déjà, Raboul Pépin Bena que depuis la semaine dernière, l'Égypte a rapatrié plusieurs personnalités qui venaient de l'Occident justement pour essayer de concourir un peu, supporter le Hamas. En réalité, l'Égypte est dans une logique, c'est-à-dire essayer de contrôler tout bord. C'est-à-dire essayer de contrôler tout bord et ne pas céder à quelqu'un qui peut nuire au pays. Voyez-vous, depuis cette révolution du 25 janvier 2011 qui a entraîné pratiquement Hosni Moubarak, et il y a eu une élection, l'autre arrive, Mohamed Morsi arrive, lui également est destitué par les militaires. Destitué par l'armée. Donc il y a un climat de déstabilisation qui vit en Égypte. Vous voyez que l'Égypte est contrôlée aujourd'hui par l'armée, ce qui était déjà... De même de faire également par Al-Fatah al-Sisi. Et vous voyez qu'au sein, à l'intérieur de l'Égypte même, il y a des petits groupes qu'on peut assimiler à des groupes terroristes qui existent là même. Vous avez par exemple le mouvement du 6 mars, vous avez par exemple les frères musulmans même, qui aujourd'hui posent des actes pour montrer qu'ils sont mécontents du fait que leur présence soit enlevée de cette manière. Donc, les Égyptiens sont dans la logique. Il faut préserver bel et bien les acquis de la nation, tout en épargnant toute personne qui peut nuire. Et on a l'impression quand même qu'aujourd'hui... Le Hamas qui avait toujours... N'oubliez pas que le Hamas avait toujours apporté son soutien au président déchu Mohamed Morsi. Bon, oui. Donc le Hamas demeure aujourd'hui comme un ennemi de l'Égypte. Mais pour chuter dans cette information qui semble être intéressante, rappelez-vous déjà qu'en 2011, le Hamas et le Hezbollah étaient déjà pointés du doigt par l'Égypte, soupçonnant ces deux d'avoir favorisé l'évasion qui a eu lieu en Égypte avec la complicité du président Mohamed Morsi, qui est d'ailleurs poursuivi aujourd'hui pour cet acte. N'oublions pas également que l'Égypte et la Palestine ont toujours été deux pays frères, et puis surtout quand vous parlez également de l'ingérence, pour ne pas dire de la conclusion, de trouver en tout cas la paix entre l'Israël et surtout la Palestine, on sait une chose simple, c'est que l'Égypte a toujours participé de belle manière, même si aujourd'hui on a l'impression que cela ne sera plus partial de la manière en tout cas de la diplomatie. C'est son estime, d'après le regard que nous portons et d'après les yeux qui sont désormais rivés sur le Hamas par les Égyptiens, on a comme impression que l'Égypte va prendre un parti. En tout cas, puisque nous parlons de l'Égypte, 5 soldats égyptiens postés à un point de contrôle au Caire ont été tués ce vendredi, c'est-à-dire hier, par des tirs d'assaillants. Cette attaque intervient 2 jours seulement après celle ayant visé jeudi des militaires escortant un bus de l'armée dans laquelle un soldat avait été tué et 3 autres blessés. Cette information, en tout cas, nous venait du quotidien Al-Aram qui nous parlait de l'éviction du Hamas et de cette question, quelles conséquences? C'est justement de quoi nous parlions tout à l'heure. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien de l'hebdomadaire égyptien Al-Aram. L'enquêteur, nous y restons en tout cas sur le continent noir. Affaire Air Cocaïne ATT. Dans le deçà, le drap, c'était le titre qui battait la grande une de l'enquêteur. Selon le journal, les éclairages de l'ex-président Amadou Toumani Touré sur ces affaires favoriseront en tout cas la mise en place d'une justice digne de ce nom du côté du Mali. L'enquêteur remarque tout simplement que le commerce des otages, le trafic de drogue, les complicités avec des groupes armés, corruption sont entre autres les éléments déclencheurs du règne qui entraîne carrément le départ de Amadou Toumani Touré. Tout à fait, ATT, qui semble être aujourd'hui épinglé dans une affaire de cocaïne. Rappelez-vous cet avion qui avait été pratiquement bombardé après avoir été déchu de tout son contenu, qui n'était rien d'autre que la drogue, et c'était dans le règne du président ATT. Alors, l'enquêteur se demande bien si le Mali veut appliquer une justice maintenant digne de ce nom. Il faudra réveiller d'ailleurs cette affaire et que le président ATT vienne nous dire exactement où nous en sommes. Nous allons y revenir dans un instant, justement, le temps pour nous de prendre le directeur de publication de l'enquêteur, M. Aliou Diarra, qui est en ligne. Bonjour, M. Aliou Diarra. Ok,
Bonjour, cher téléspectateur d'Afrique Média. Ben justement, nous parlions de votre une. Par rapport à votre initiative. Exactement, allez-y. Après, Air Cocaïne a été dans le centre. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Alou Diarra, vous avez l'antenne. Ok. Aujourd'hui, avec la nouvelle formule de la démocratie au Mali, vouloir instaurer une justice digne de ce nom dans notre pays sans les éclairages de l'ex-président ATT sur ces affaires, c'est organiser un gigantesque cirque pour distraire les Maliens. La conséquence immédiate, la plus grave, si cette histoire n'est pas tirée au clair, c'est qu'aucun pays sérieux ne prendra notre pays au sérieux. Tenez-vous bien, le Mali aurait coulé sous le poids de la cocaïne. En otage, le trafic de drogue, complicité avec les groupes armés, la corruption, le clientélisme sont entre autres des éléments déclencheurs de l'effondrement de l'État. La préparation entre... Allô? Je vous écoute, monsieur Alou Diarra, c'est vous qui Entre avez l'antenne. novembre Nous vous entendons, en fait, nous écoutons votre commentaire. Il y a 4 atterrissages en territoire malien, d'avions bourrés de cocaïne qui ont été autorisés avec la bénédiction de Koulouba, c'est ce qu'on appelle les palais. Les cas le plus médiatisé fut le Boeing 727 Air Cocaïne, cantiné à Kassing, au nord du Gao. Après, on l'a débarrassé de son contenu. En novembre 2009, c'est le maire de Kassing, Baba Ould Cheikh, et les officiels de Gao, dont le maire de Gao, étaient présents pour accueillir les quelques tonnes de cocaïne qui furent tout détaillées avant qu'on réussisse à prendre une destination inconnue. Ce Baba Ould Cheikh aura également été présent lors de l'atterrissage d'un avion cargo sur la piste de Nema, près de la localité de Kita, à 75 km de Tombouctou, le 25 janvier 2010. Plusieurs tonnes de cocaïne ont été déchargées et il a fallu 4 rotations de 6,44 pour transférer la drogue en un lieu non déterminé. Les véhicules auraient été exportés de ce soir par des hommes bâtiments lourdement armés. Baba Ould, un militaire d'ATT, a accueilli un autre appareil à Tesseri, près de Tazawatel, dans la localité de Kidal, le 9 février 2010. Mais le risque est que de tels atterrissages se seraient produits également au sud de eux, à l'ouest du pays, à Caille, avec un avion qui a déchargé le 6 février 2010, 4 tonnes de cocaïne près de Caille, en présence de plusieurs responsables locaux et de militaires basés à Nampala. Ces derniers même ayant capitalisé la piste d'atterrissage. Bon, ce qui concerne dans notre analyse que notre président a été cadre, notre co-trafiquant, c'est sa volonté de faire effacer les traces de bouillies qualifiées à partir. Selon nos informations, la sécurité d'État a couplé la zone pendant 3 semaines après la découverte de l'épave, empêchant l'autorité nationale de l'aviation civile à l'ADI accéder et interdit à la détente des civils de la police à procéder à une enquête. Une affaire qui en dit long sur les pratiques criminelles qui avaient en cours au sommet de l'État malien. Grosso modo, c'est pour vous résumer tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment l'économie malienne aujourd'hui est minée face à l'argent de drogue, comment c'est-à-dire que les responsables sont là, c'est-à-dire qu'ils veulent se recycler avec, c'est-à-dire dans le nouveau système et continuer c'est-à-dire avec les mêmes pratiques. C'est un peu ça le résumé, c'est-à-dire de cette affaire. Monsieur Alou Diarra, une question s'il vous plaît, parce que comme on le voit à la grande une de votre journal dans sa parution de cette semaine, ATT dans le sale drap, cela pourrait-il dire que l'ancien chef d'État malien sera-t-il poursuivi par la justice malienne? Parce que vous nous avez donné pas mal de dates et surtout des éclairages quand vous parlez de cocaïne. Monsieur Alou Diarra? Bon, nous pensons quand même, parce que déjà le lundi passé, il y a eu la mise en place de la haute cour de justice au niveau de l'Assemblée nationale du Mali.
Et puis les procès sont c'est-à-dire après la constitution de ce bureau et la délégation du président qui a été faite pour, je sais qu'ils vont engager les procédures pour l'amener l'ancien président qui a été jugé au Mali. Merci beaucoup pour votre participation et surtout pour votre intervention, Monsieur Alou Diarra. Au plaisir de vous retrouver forcément samedi prochain pour une nouvelle édition de Grande Tribune. Bonne journée à vous et surtout bon week-end. Je rappelle que vous êtes Alou Diarra, vous êtes directeur de publication du journal L'Enquêteur qui a titré cette semaine ATT dans le Salra. ATT signifie Amadou Toumani Touré, ex-chef d'État malien. On a suivi encore Raoul Pépin Benabena. Monsieur Alou Diarra nous a donné des dates, il nous a donné pas mal d'éclairages sur cette histoire de cocaïne et qui était en tout cas à l'origine du départ de monsieur Amadou Toumani. Ça c'est clair. Le vol 727 qui a été dépouillé pratiquement de tout son contenu avant d'être pratiquement détruit. Je crois en 2010, pose clairement le problème et déclenche la situation au Mali. Donc c'est l'heure de la justice qui a sonné. Il faudra que les Maliens qui sont confrontés à cette situation rendent compte. En tout cas, tout le monde doit rendre des comptes parce que c'est comme ça également la vie. Si vous avez fait de bonnes choses, vous recevrez forcément de bons résultats. Si vous avez eu de mauvaises choses, ou alors vous avez fait de mauvaises choses dans la vie, vous avez des mauvais résultats. Vous avez des mauvais résultats tels qu'on moissonne, c'est comme ça également. Ça c'est clair. Enfin, quand on sème, c'est comme ça qu'on moissonne. C'était en tout cas avec l'enquêteur qui nous parlait de affaire Air Cocaïne ATT dans le Saldra. C'était le titre qui battait la une de l'enquêteur selon le journal. Les éclairages de l'ex-président ATT sur ces affaires favoriseront en tout cas la mise en place d'une justice digne de ce nom au Mali dans les tout prochains jours. On a eu en tout cas au téléphone notre confrère Alou Diarra, directeur de publication de l'enquêteur, à qui nous disons également merci. Direction le Bénin avec la nouvelle tribune, lettre ouverte au président de la République. On parle de Thomas Boni Yayi. Il s'agit selon la nouvelle tribune le cri de cœur de Désiré Vaudenou qui craint le pire dans les tout prochains jours. Selon ce dernier, il est encore temps de désamorcer la crise sociale qui sévit dans le pays. Alors, Désiré Vaudenou, ancien député de l'opposition, arrêté depuis avril 2011 pour une affaire d'escroquerie présumée, fait parler de lui depuis une prison quelque part au Bénin. Ils ont appelé ça la prison civile. Paraît-il qu'il y a également une prison militaire là-bas. Alors, ce député s'exclame et demande bien si le président de la République était conscient de la situation qui était en train de prévaloir dans son pays, parce qu'il y a cette crise sociale qui interjecte chaque jour les gens dans les rues pour aller faire des réclamations qui paraissent, d'après le député, soient tout à fait claires. Alors, voyez-vous, il demande au président de la République de regarder la situation des médecins qui sont constamment en train de bourder, de regarder la situation des élèves qui ne vont pratiquement plus à l'école. Les enseignants, parce qu'on va tout droit vers une année blanche. Au Bénin, la situation des enseignants qui réclament... Des douaniers, aujourd'hui, je vous rappelle que les caisses sont pratiquement vides parce que les recettes municipales ne fonctionnent plus, les services des finances ne sont pratiquement plus ouverts au public au Bénin depuis un bon bout de temps, et chaque jour il y a des manifestations. Alors le président Boni Yayi, qui détient seul les clés de sortie des crises, semblerait encore être dans ses nuages, d'après la nouvelle tribune. Mais la nouvelle tribune nous fait quand même remarquer que le président a fait quand même un bond en arrière, parce qu'il a reçu il y a cela quelques jours les syndicalistes et certains revendicatifs. On va appeler ça un bond en avant. Un bond en avant, voilà. Il est sorti en tout cas de son mutisme. Je dirais un bond en arrière parce qu'il était tellement avancé dans le mal qu'il a rapidement fait un bond en arrière. Un petit bond en arrière, voilà, quelques petits pas en arrière pour essayer de revenir quand même. Tout à fait. Donc il a peut-être avancé, il s'est rendu compte que ce n'était pas bien. Il est rentré et il a invité les syndicalistes sur la même table. Et c'était d'ailleurs un geste qui a été encouragé, y compris par la nouvelle tribune, qui semble être aujourd'hui un journal pratiquement de l'opposition. Alors, Boni Yayi, donc, semble désormais être conscient de cette situation qu'il faut absolument résoudre au Bénin, sinon le pays va sombrer dans les nuages. En tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez qu'il a fait un bond en arrière. C'est normal que vous le disiez parce qu'apparemment, s'il faisait un bond en avant, il devait tomber dans le gouffre. Malheureusement, il a fait un petit bond en arrière pour ne pas tomber dans ce gouffre, comme le rapportait en tout cas nos confrères de la Nouvelle Tribune. Lettre ouverte au président de la République. Il s'agit, selon la Nouvelle Tribune, le cri de cœur de Désiré Vaudenou qui craint en tout cas le pire dans les prochains jours. Et je vais insister, je vais persister pour ne pas dire, je vais signaler la dernière énergie. Il y a quand même un sérieux problème du côté du Bénin depuis un certain temps. Depuis que M. Patrice Talon a été accusé de toutes les accusations qu'on connaît, et bien sûr sans oublier la nièce du chef de l'État béninois également qui est partie enfin. On l'avait accusé également de participation en tout cas à l'empoisonnement du chef de l'État. Supposé affaire d'empoisonnement du chef de l'État. Empoisonnement du chef de l'État. Le pays ne va pas bien depuis au moins 3 ans aujourd'hui. Et on a l'impression que M. Boni Yayi est resté dans son mutisme sans pour autant vouloir changer certaines choses.
Le président voudrait peut-être observer la situation et voir qui est de son camp et qui n'est pas de son camp. Vous savez, les hommes politiques savent observer la scène. Et ces hommes politiques ont quelque chose en commun. C'est-à-dire se taire pour entendre ce que les autres disent. Et c'est la stratégie du président Boni Yayi. Mais il s'est tellement tué que les gens ont parlé qu'il ne sait plus exactement qui est de son côté et qui ne l'est pas. Mais M. Boni Yayi, lorsqu'il arrivait au pouvoir, il venait en sauveur, il venait en homme politique. Il était comme le Mandela du Bénin. Il haranguait la foule. Tout le monde l'aimait bien. Il était comme le Mandela du Bénin, surtout qu'il est venu arracher le pouvoir à un certain Niesifor Soglo. Voilà. Rappelez-vous qu'un certain Mathieu Kolokour a quand même fait 2 mandats au Bénin. C'est-à-dire qu'il était arrivé, le mandat est fini, il est parti, il est revenu rebattre encore campagne, il est revenu au pouvoir. On demande également à M. Boni Yayi de faire autant. Et il peut céder la créance en ce moment et les Béninois vont se rendre compte qu'il était le meilleur. Lorsqu'il revient, il prendra les élections aussi claires. Parce qu'il a des intentions de retoucher effectivement la Constitution pour les venir en 2016. Ça n'arrange pas du tout les Béninois. En tout cas, selon M. Vaudenou, il est temps de désamorcer la crise sociale qui prévaut actuellement du côté du Bénin. C'était à lire dans les colonnes du quotidien béninois. La nouvelle tribune, direction Equila Africa, USA, détenu afro-américain libéré après 29 ans dans le couloir de la mort, nous apprenait Equila Africa. Cette semaine, le parquet aurait décidé de sa mise en liberté après l'apparition des preuves de son innocence d'un meurtre. 29 ans après avoir passé, en tout cas, du temps. Ça, il faut le faire. Il a passé exactement le même temps que Nelson Mandela l'avait fait lorsqu'il était arrêté dans une prison de Pretoria. Alors, mais on va tout simplement constater que Glenn Ford, âgé aujourd'hui de 64 ans, se porte bien après avoir passé 29 ans dans une prison où il a été reproché d'avoir tué un bijoutier dont il n'avait jamais accepté le crime. Et les dernières preuves qui se sont apparues vraisemblables entre les mains du parquet qui a jugé cette affaire, on était obligé de le relaxer. Mais la question qu'on se pose maintenant, quelqu'un qui a passé 29 ans totalement dans une prison et qui a été détruit de tous ses actes, qu'est-ce qu'on va faire de celui-là qui est allé en prison sans toutefois devoir y aller parce qu'il n'a rien fait, mais alors rien du tout. Il se retrouve dans une prison et passé 29 ans. 29 ans de prison sans avoir vraiment commis le crime pour lequel il avait été emprisonné. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Le juge Romana Emmanuel, qui a décidé ainsi de le mettre pratiquement en liberté, devrait également projeter son avenir. Quelqu'un qui était, à l'époque, c'était un jardinier. Alors, il travaillait chez le bijoutier. Alors, il y a donc eu un meurtre. On a estimé que le jardinier était très constamment avec le bijoutier, donc il doit en savoir quelque chose. Malgré les preuves qui ont d'abord été données par certains informateurs qui ont voulu bien mettre à la disposition du parquet certaines preuves qui démontraient clairement que Glenn Ford n'avait rien à y voir dans cette affaire. Mais le parquet avait totalement refusé ces preuves. Totalement nié en tout cas ces preuves. Le parquet avait refusé d'accepter des preuves. Aujourd'hui, 29 ans après, il y a d'autres preuves maintenant qui ont contraint le parquet à dire qu'effectivement ce monsieur ne connaît rien dans cette affaire. Mais lorsqu'on détruit la vie de quelqu'un pendant 29 ans, on doit quand même la reconstruire. Qu'est-ce qu'il faudra donc faire de Glenn Ford qui est sorti à 64 ans aujourd'hui, ne peut même plus laver un véhicule? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est la question. En tout cas, d'après certaines informations, il sera dédommagé. Mais à quoi va servir carrément ce dédommagement puisqu'on a pourri sa vie pendant 29 ans? Disons que on a détruit carrément. Disons qu'on ne pourra plus également ramener les 29 ans. Maintenant, il a passé 29 ans dans une cellule, mais si on peut quand même le dédommager de manière à lui garantir une vie saine qu'il pourrait bien avoir s'il était dehors parce que c'était déjà un bon jardinier. Il se battait déjà assez bien. Donc, si on peut lui garantir cela, je crois que l'État aura quand même... On va également souligner un autre problème sur le continent noir et surtout un peu partout dans le monde et surtout en Occident, mais surtout également dans nos pays, des enquêtes qui sont très vite bâclées. Il y a des enquêtes qui sont très vite bâclées et il y a des centaines, des milliers d'innocents dans les geôles en tout cas de nos États. Ça, c'est en Afrique qu'on voit très souvent, mais en Europe quand même, on a des enquêtes qui mettent 30 ans, 40 ans, mais qui reçuvolent à la surface et les vérités finissent par tomber. C'est le cas de Glenn Ford aujourd'hui, 29 ans après qu'il est déjà passé dans une prison. Malheureusement, chez nous ici, on n'a pas l'impression qu'on revient souvent sur une enquête. On n'a pas souvent l'impression qu'on revient sur une affaire, ressortir l'affaire, comme on le fait souvent dans Cold Case. Cela veut dire, à un moment donné, reprendre l'affaire pour la rejuger, pour la regarder, pour réenquêter. C'est pas souvent facile. Bon, c'est question de moyens. Vous savez, en Afrique, on a encore ce problème.
des problèmes de moyens logistiques, les moyens financiers qui nous permettent de tenir à bout une enquête pratiquement pendant 30 ans parce qu'il faut effectuer des descentes régulières sur le terrain. Donc c'est une affaire qui demande des On a souvent l'impression dont qu'il les États africains n'en disposent pas toujours. Raoul Pépin Benabena, vous savez, vous comme moi, qu'il n'y a pas souvent de descente sur le terrain. On a l'impression que, en fait, ces personnes, on ne connaît même pas par où commencer. Et même ces enquêteurs, ils enquêtent dans les bureaux et non pas sur le terrain. Supposons que c'était un signal, c'est une alerte que nous envoyons en direction de nos chefs d'État pour que très souvent, ils en tiennent compte. En tout cas, nous savons une chose, il y a pas mal d'innocents en prison et nous espérons que, comme le cas de Greenford qui a fait 29 ans de prison, un jour, en tout cas, heureusement, la vérité a fini par ressurgir. Il a été libéré, même si nous savons que sa vie a été gâchée parce qu'il a passé les 29 ans les dernières 29 ans en prison. Aujourd'hui, âgé de 64 ans, on ne peut pas vraiment dire qu'il aura une belle vie devant lui, mais on espère que les quelques jours qu'il va vivre, il pourra vraiment les vivre dans le bonheur. Il pourra voir le bout du tunnel. Et qu'il Africa nous rapportait bien sûr cette information. USA, détenu afro-américain libéré après 29 ans dans le couloir de la mort, nous disait qu'il Africa. D'ailleurs, il faut préciser qu'il était dans le couloir de la mort. Oui, effectivement, parce qu'il était condamné à mort à un moment donné. Après, il était pratiquement condamné à mort. Mais c'est au cours de cette condamnation que les enquêtes se sont poursuivies parce que ses avocats ont tenu à mettre la vérité dans cette affaire, que finalement, les preuves sont arrivées, qu'on doit le relaxer. Mais il était condamné à mort. On espère tout simplement qu'il va jouir en tout cas de ce petit temps, ce bout de temps qu'il aura. Enfin, nous le souhaitons de vivre encore 50 années sur Terre, justement, pour qu'il récupère les 29 ans qu'il a fait en prison. Le parquet donc pourrait décider de sa mise en liberté après l'apparition des preuves de son innocence d'un meurtre qu'il a commis, enfin, qu'il aurait commis, qu'il n'a pas commis, il y a aujourd'hui 29 ans. Fraternité matin, non, nous allons passer immédiatement en Côte d'Ivoire avec le Patriote. Le Patriote qui nous parlait de loin de la Maca, Blé Goudé, en résidence protégée avec, il faut le dire aujourd'hui, avec Sol Carolé, nous disait le Patriote. Je pense que c'est le Patriote, oui, qui parlait de colère totale. Selon le journal, les parents de victimes et certaines victimes, en tout cas, ont demandé au gouvernement ivoirien de l'envoyer du côté de la Cour pénale internationale s'il se dit aujourd'hui maltraité. S'il se dit maltraité ici, envoyez-le à la haie, comme on pouvait le lire à la grande une de ce journal. En réalité, ça a été une semaine très tumultueuse en Côte d'Ivoire avec cette affaire des photos de Blé Goudé, des photos plus ou moins dessinées, inventées, on ne sait pas quoi, mais il y a eu tellement de voix dissonantes qu'on veut se poser la question de savoir quelles sont les réelles photos de Blé Goudé. Il y a des journaux qui ont publié un Blé Goudé avec le slip pratiquement. D'autres journaux ont publié un Blé Goudé prenant son café calmement pour montrer qu'il est en santé et qu'il va même d'ailleurs très bien. Et certains journaux ont publié un Blé Goudé totalement couché comme un prisonnier qu'on a bastonné toute la nuit et il s'est retrouvé dans des situations fatales. En réalité, la Côte d'Ivoire a quelque chose de magique à travers nos confrères qui sont là-bas. C'est pratiquement une guerre déclarée. C'est deux clans des journaux qui en réalité ne travaillent que pour un homme. Un clan pour M. Ouattara, et l'autre clan pour M. Gbagbo. Et c'est pour cela que lorsque les informations viennent désormais de la Côte d'Ivoire, il faut les prendre avec beaucoup de pincelles et il faut aller vérifier exactement ce qui se passe. Parce que nos confrères manipulent l'information, on a comme impression qu'ils ont pris les tendances de RFI, d'une certaine radio qu'on a appelée Radio du Monde, qui fabrique, manipule les informations pour orienter selon ce que la France en désire. Donc, ce qu'il faut constater avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que M. Blé Goudé est effectivement dans une résidence surveillée où il n'est même pas dans une cellule. Je dis bien une résidence surveillée. Donc, il peut faire ses mouvements aussi librement qu'il peut faire dans ces résidences, au même titre que Mme Gbagbo, qui se retrouve également dans une résidence surveillée. Mais d'où vient-il maintenant que les photos d'une cellule sont montrées quelqu'un qui est pratiquement tabassé? Donc, ça pose un problème sérieux. C'est pour dire, donc, finalement, avec le Patriote, que le gouvernement ivoirien a peut-être raison d'être en colère. Mais est-ce que les photos que M. Bakayoko lui-même a présentées à la presse pour dire voici les dernières photos de Blé Goudé sont exactement les photos de Blé Goudé à la dernière heure? Donc, il y a également une chose, Raoul Pépin Bena, on ne saurait pas dire que ce n'est pas vrai également, parce qu'il faudrait également trouver une preuve pour dire non, ce n'est pas vrai, ces photos sont fausses. Là également, il y a un sérieux problème. Il y a un problème. On ne va pas toujours dire que l'autre camp n'a pas raison et l'autre camp n'a pas non plus raison. Voilà, il y a un problème. Lorsque vous regardez les photos, vous allez voir que les photos qui vous sont présentées par un camp, M. Blé Goudé a une barbe qui n'a pas de nom. Les photos qui vous sont également présentées par un autre camp, M. Blé Goudé est rasé comme je le suis là maintenant. Donc ça pose un problème. À quel moment les photos ont été prises?
pendant qu'il était en liberté, il vivait dans une petite chambre dans son village, ou bien pendant qu'on l'a arrêté, on l'a amené dans une cellule avant de le transférer là où il est là. Il y a tellement de problèmes, tellement de questions à se poser qu'on est en droit de penser que la presse ivoirienne est entrée dans le jeu de la manipulation. En tout cas, vous nous rappelez une belle histoire, en tout le jour où on nous a annoncé mondialement la mort de Ben Laden. Il y a eu des photos qui ont circulé sur Internet. Malheureusement, on s'est rendu compte que les photos avaient été retouchées quelques heures plus tard. Ça, c'est clair. On avait enlevé ces photos, en tout cas, sur le net, justement parce qu'on avait compris la tricherie. Que c'était des très fausses photos. Et vous savez qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est possible d'avoir des photos. On peut, Steve, là où vous êtes là, on peut vous donner une veste verte, même blanche. Justement, parce que c'est sûr et certain, nous connaissons l'informatique. Nous avons quelqu'un qui nous appelle du côté de la Côte d'Ivoire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On espère l'avoir dans un instant, cette personne qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire, justement pour essayer de nous éclaircir un peu sur cette histoire. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Nous parlions justement de la Côte d'Ivoire et surtout de cette affaire de Blé Goudia en résidence protégée avec sol caloré. Enfin, pour certains, selon le patriote, et pour d'autres, il est en grande barbe, il est maltraité. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté-là? Pour tout vous dire, notre presse écrite ivoirienne est décevante. La presse écrite ivoirienne est décevante. Tout ce que vous voyez, vraiment, c'est vraiment horrible. On nous dit, nous, le peuple, on nous montre des images de par là et de l'autre côté, on nous dit que c'est Charles Blé Goudé. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes jeunes et nous voulons suivre les exemples des grandes personnes. Et quand les personnes se comportent de telle sorte, nous qui devons suivre cet exemple, comment nous allons nous comporter? Je vous assure, monsieur, moi je suis un étudiant et j'ai un professeur là-bas même qui a refusé même d'enseigner même, comment dire, un cours appelé processus de production média. Parce qu'il s'est dit qu'aujourd'hui, nos journalistes qu'on forme ne font pas effectivement leur travail. Ils ne font que désinformer la population et c'est vraiment dommage pour une génération comme nous. Aujourd'hui, vraiment, on est déçus. Nous ne pouvons même pas lire nos presse écrite. Quand tu lis la presse écrite, vraiment, tu as vraiment mal à la tête. Je suis vraiment déçu de cette presse écrite-là. Et si cette presse écrite-là même peut disparaître, vraiment, je serais très ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Malheureusement, la presse ne pourra pas disparaître aussi facilement. Nous avons compris une chose simple, c'est qu'il y a deux camps du côté de la Côte d'Ivoire, un camp pro-Gbagbo et un camp pro-Ouattara. Justement, on parle de deux journaux, enfin pour ne pas dire de deux camps de journaux et quotidiens. L'un qui combat pour le clan Ouattara et l'autre qui combat en tout cas pour le clan Gbagbo. En tout cas, c'est aujourd'hui une guerre interposée entre les deux camps. Et justement, chacun apporte une information et l'autre peut la démentir comme il ne peut pas la démentir également. C'est la logique de la manipulation. Et vous savez que la presse est un instrument extrêmement dangereux où on peut manipuler des âmes autant qu'on peut. On va aller avec M. Aboua qui nous appelle tout droit du Bénin. Il nous parlait bien sûr de la nouvelle tribune. Nous allons essayer de parler encore. Bonjour M. Aboua. M. Aboua, vous avez l'antenne. Bonjour. Bonjour, je suis Boubacar Rodrigue, j'interviens depuis Cotonou. Oui, depuis Cotonou au Bénin, nous parlions justement de la nouvelle tribune. Exact. Nous parlions de la nouvelle tribune, on nous parlait exactement de ce problème social qui sévit aujourd'hui du côté de Cotonou au Bénin avec les écoliers qui sont dans les rues, nous avons des professeurs, nous avons des magistrats, nous avons en fait les douaniers également. Tout le monde est en colère en tout cas du côté du Bénin depuis un certain temps. D'accord. Le cri de cœur. Donc, je vais vous dire que celui qui est intervenu sur le Bénin tout à l'heure, je pense que c'est de la désinformation ce qu'il a fait. Parce que le président Boliaï, déjà en 2011, lors de sa campagne, a fait campagne et a dit qu'il va qu'il va réviser la Constitution. Et la Constitution même prévoit qu'on la révise. Et il a proposé deux points essentiels, à savoir l'imprescriptibilité des crimes économiques et l'intégration de la Cour des comptes dans notre Constitution. Donc, on ne peut pas casser quelqu'un comme ça de vouloir changer la Constitution pour revenir au pouvoir. Réviser la Constitution pour des buts et pour permettre au pays d'évoluer, pour empêcher des délinquants politiques
excusez-moi le terme, comme M. Vaudenou. Vous savez pourquoi il a été emprisonné? Pour escroquerie. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut défendre. Quand on parle de la Cour des comptes, c'est une exigence de l'UEMOA. Et quand ce monsieur-là dit « je vais le faire », il faut le soutenir. On ne peut pas le casser. Le président Boniaï a dit, dès qu'il a prêté en 2011, que c'est son dernier mandat. Il a dit au pape, il a dit à tout le monde. Pourquoi, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas nous faire confiance? Si c'était Obama qui le dit, on ne va pas lui poser confiance. Mais quand c'est le président Boniaï, en tant qu'Africain, on peut se douter. Je dis que ce n'est pas correct. Le monsieur qui a parlé, il a dit que le président Boniaï en 2006 a pris le pouvoir à ce bout. Mais c'est faux. Le président Yahi Boni, il a pris le pouvoir à la fin des 2 mandats de Mathieu Kérékou. Donc, tout ce qui a été raconté sur mon pays, je m'excuse beaucoup. Votre chaîne de télévision est une chaîne sérieuse, correcte, que nous suivons, que j'aime beaucoup. Mais ce qui a été dit sur mon pays, je vous en prie, vérifiez vos informations parce que ce n'est pas du tout vrai et je ne suis pas d'accord. Le président Boniaï a tellement lutté contre la corruption. Il a tellement fait pour ce pays. Vous savez combien de fonctionnaires ont été recrutés dans la fonction publique depuis son arrivée? Plus de 50 000. Vous savez combien d'augmentations de salaire nous avons? Nous avons déjà dépassé les 37%. N'en parlons même pas des primes. Tout le pays est en chantier. Tout ce que les autres pays font quand ils ont du pétrole et tout, nous faisons tout au Bénin. Mais nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons rien. Donc, cessez de dire des choses comme ça. Quand vous voulez parler des pays, informez-vous. J'aime bien la chaîne, mais ce matin, ce que votre interlocuteur a dit, vraiment je suis contre toutes mes excuses si je vous ai choqué, mais vérifiez et vous allez comprendre. Quand on dit qu'on veut empoisonner le chef d'État, mais il y a des preuves. Vous croyez que tous ces avocats-là, qui défendent le chef d'État contre zéro franc, des gens comme Sadikou Alao, sont des gens, des toqués qui vont suivre le chef de l'État comme ça? Mais non. Mais ces gens sont des gens responsables. Monsieur Aboubakar, je vais vous poser juste une question pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, du côté de Cotonou au Bénin, on ne parle pas beaucoup de la fronde populaire, pour ne pas dire de la fronde sociale, qui sévit actuellement de ce côté-là, avec plusieurs personnes qui vont dans la rue pour essayer de manifester? Monsieur Aboubakar? Les gens sont dans la rue, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un homme riche, dans votre pays même, qui prend tout, qui s'arrache tout et que vous vous mettez devant lui pour le bloquer parce que vous voyez que l'intérêt du pays est chose là, c'est ça. La grève qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est une grève politique. On veut renverser le chef de l'État et tout Africain doit être comme ça. Quand on veut le pouvoir dans un pays, il faut passer par les urnes. Le monsieur a dit, c'est mon dernier mandat, laissez-le, il gère le pays. Mais dites-vous quelque chose. Quand vous voulez marcher et que la police vous dit que vous ne pouvez pas, il y a des droits de justice, il y a des recours de justice. On ne fait pas ces recours de justice et on veut taper les policiers. On veut porter l'atteinte à la vie des policiers. Mais ceux-là ils ont appris à se défendre. Ils ont les armes. Donc, c'est ce qui a été fait. Le chef de l'État a reconnu, a dit, je vous présente mes excuses, ce qui s'est passé là n'est pas bien. Ce qui est condamnable par tout démocrate et moi-même, ce qui s'est passé le 27 décembre. Mais ce n'est pas une raison pour se mettre dans la rue pour dire il faut que le président tombe. Le président Boniaï est un président démocratiquement élu. Il faut que ça cesse aujourd'hui. Il a été élu à plus de 53% des voix. On ne peut pas lui arracher le pouvoir. Nous sommes dans un état de droit. Si quelqu'un veut prendre le pouvoir, il n'a qu'à aller dans les villes faire sa campagne. Il n'a qu'à proposer des choses. Le monsieur, lui, vous êtes incapable de prêter ne serait-ce que 10 000 francs aux femmes pour faire du commerce. Lui, il arrive, il dit je leur donne 10 000. Il leur donne 30 000. Vous dites que c'est mauvais. Pendant la campagne, vous arrivez, vous dites que vous avez donné 50 000. Mais c'est de l'imbroglio ce qui se passe au Bénin. Nous avons une opposition moribonde. Quand ils ont perdu tout, ils se rattachent maintenant aux syndicalistes et nous savons ce qui se passe. Je vous en prie, envoyez vos équipes au Bénin. Merci beaucoup, M. Aboubakar, pour votre intervention. Merci beaucoup. Nous avons compris une chose, notre vœu n'est pas surtout que M. Boniaï quitte le pouvoir. En fait, notre vœu, c'est que toutes les choses puissent changer du côté du Bénin. Nous savons qu'il a commencé à changer certaines petites choses et nous espérons qu'il va aller de l'avant en espérant bien sûr qu'il ne va pas rester dans son mutisme. Alors, vous avez besoin de dire quelque chose. Oui, je voudrais préciser quand même que ce téléspectateur, on comprend un peu ses allures. On comprend qu'il est pratiquement sorti des secondes parce que la situation qui prévaut dans son pays déjà le perturbe. Et quand on parle encore
alors peut-être on donne un certain nombre d'informations qui, selon lui, n'est pas vraisemblable. Donc, ça l'amène un peu d'être hors de lui. Mais il faut qu'on lui rappelle. Non, il faut qu'on lui rappelle que c'est la Nouvelle Tribune qui a publié un certain nombre d'informations qui sont d'ailleurs vraies. Parce que rien n'est mensonge sur ce plateau. Nous avons pris le temps de vérifier ces informations. Lui, il a donné sa version des choses, sa vision. Normal. Et on comprend bien de quel camp il est lorsque vous l'entendez parler. C'est ce qui est d'ailleurs marrant. Vous n'allez voir si quelqu'un de l'opposition a suivi cela, peut également appeler pour aller dans un autre sens. Ça va finalement nous tirailler de part et nulle part. Donc, ce qui est sûr, c'est que, rassurez-vous, les informations que nous donnons ici à Afrique Média sont tirées des publications qui sont relayées depuis vos pays respectifs. Nous ne faisons que les analyser et nous prenons davantage des garde-fous pour nous rassurer que ce que nous vous disons est vrai. Donc, en tout cas, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Vodounou qui est actuellement en prison, en tout cas pour lui, c'est un tricheur, c'est un détourneur de deniers publics. C'est justement pourquoi il en parle. Il est dans une geôle, comme vous le disiez tout à l'heure, dans une prison civile. Terminons cette première partie avec le reporter. Selon le reporter, un groupe de militaires serait en gestation depuis la Guinée pour liquider le juge Yaya Karambé. L'information qui faisait état de ce que les hommes d'affaires, hommes politiques et militaires seraient à la manœuvre pour voir cet homme à la grande une du reporter disparaître tout simplement. C'est vrai que depuis un bon bout de temps au Mali, il y a ce juge, ce fameux juge Yaya Karambé, qui semble être dans les trousses, ou alors, si vous voulez, aux trousses des corrupteurs et des corrompus. Donc, nous avons encore quelqu'un qui nous vient tout droit du Bénin à Cotonou. Bonjour. Monsieur Philomin. Monsieur Philomin, bonjour. Il est parti, on espère qu'on va l'avoir tout à l'heure. Vous disiez, Rabou Pépin, Bénin. Disons qu'au Mali, depuis un bon bout de temps, il y a quand même ce juge Yaya Karambé qui entre dans l'histoire, parce que depuis un bon bout de temps, il est sous les trousses de ceux qui ont commis des actions terribles au Mali. N'oubliez pas cette affaire des bérets rouges, donc, qui ont été assassinés de la plus mauvaise manière et de façon très sauvage, et qu'il faudra qu'aujourd'hui la justice sonne. Donc Yaya Karambé prend dans son courage et il dit... Oui, je me compte. Monsieur Aboubacar, dit pour la Côte d'Ivoire, j'espère. Allô, bonjour. Cher panéliste, ce que j'aimerais dire concernant la une du journal Le Patriote, concernant l'affaire Blé Goudé, il faut reconnaître que les deux photos qui ont été publiées, celle par l'opposition et celle par le ministère de l'Intérieur, sont justes. Et l'avocat de M. Charles Blé Goudé même vient de confirmer ces deux photos, que son client, lors de son audience du mardi, a reconnu la véracité des deux photos. Donc, comme l'a dit le journaliste, chaque camp plaide pour sa chapelle. Sinon, les photos sont justes, il n'y a pas eu de manipulation. La première photo, elle est juste, elle était tout juste. M. Charles Blé Goudé a toujours changé d'endroit. Sinon, c'est le même Charles Blé Goudé en cellule. Mais on ne sait pas à quelle période les deux photos ont été prises. Sinon, les deux photos sont justes. Ce matin, sur RFI même, son avocat a reconnu que les deux photos sont bel et bien les photos de Charles Blé Goudé. Et concernant la presse ivoirienne, quand j'entends l'autre dire que la presse a l'image de la Côte d'Ivoire qui est divisée en deux, entre les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. Et ça, on ne saurait nier cela. Mais la Côte d'Ivoire est bipolarisée entre deux camps, entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Donc, c'est de demander au gouvernement aussi de jouer un peu plus de transparence quant à la détention des prisonniers. Car les cas de torture sont vraiment légion dans nos prisons, et que c'est de faire attention. Donc, le type de patriote, quand j'entends dire que on demande à s'il est maltraité d'aller à la haie, mais les victimes ne sont pas seulement les victimes pro-Ouattara, il y a des victimes pro-Gbagbo qui ne parlent pas. Exact. Donc, on arrête de manipuler les victimes. Une victime est une victime. Et qu'il faut qu'il y ait une justice impartiale pour que, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, une vérité soit dite sur la crise, et que s'il doit avoir pardon, le pardon soit pour tout le monde. Mais une justice à un seul sens où on arrête les partisans des autres et les torturer et après venir les raser et puis les photographier, ça sent de la manipulation et ça ressemble à un film hollywoodien. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous également, M. Aboubacar. Je rappelle que vous nous appeliez depuis la Côte d'Ivoire, justement. Nous étions en train de le dire, il y a deux camps aujourd'hui, le camp pro-Gbagbo et surtout le camp pro-Ouattara. Et comme le disait M. Aboubacar, la presse est à l'image
de ce pays, la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Et c'est justement la presse également est divisée en deux. D'un côté, il y a les pro-Gbagbo et d'un autre, il y a les pro-Ouattara. C'est ce que refusent d'ailleurs les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont vers la réconciliation. Donc il n'est plus question de parler d'une Côte d'Ivoire divisée. Mais une Côte d'Ivoire qui veut refaire, qui veut se refaire et qui veut recoller. Un bon détail. Et qui veut recoller une victime est une victime, qu'on arrête de dire qu'il n'y a que les victimes pro-Ouattara, il y a également les victimes pro-Gbagbo. Tout à fait. Mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Afrique Média, c'est la chaîne de télévision panafricaine. L'émission que vous regardez, c'est Grandes Tribunes, c'est les grandes unes qui ont retenu notre attention au cours de cette semaine qui s'achève. Vous le savez également, il y a également une autre personne qui nous appelle. Il nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bon, concernant la crise ivoirienne. Oui, allô? Oui, allô, vous avez l'antenne, vous êtes déjà à l'antenne. La crise ivoirienne dont nous parlons, je dis, est-ce que les gens connaissent un peu l'origine de cette crise-là? L'origine de la crise-là, ça a été provoqué par un clan. Et ce clan-là, il a été dirigé, ce clan a été dirigé et puis encouragé par celui aujourd'hui qu'on dit qu'on le torture. Vous voyez? Sinon, lui qui est en prison, c'est de la sentinelle. Hein, c'est un jeu. On a même senti un moment, au moment de l'opposition, quand l'opposition vers les 90, monsieur s'est fait enchaîner sur un lit d'hôpital. Il s'est fait enchaîner sur un lit d'hôpital dans le but de créer des troubles dans le pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, n'encouragez pas cela. Je disais que vous êtes une média très sérieuse. Donc, si vraiment tout le monde a la vision sur vous là, essayez aussi de voir ce qui est réel. Parce que ça a été encouragé par un clan. Même quand on parle même de choses, quoi, je ne vois pas tellement de mots. Alors nous avions là quelqu'un qui nous venait tout droit de la Côte d'Ivoire. On vient de le perdre, on espère qu'on va l'avoir. Également, il nous disait qu'il ne fallait pas qu'on mélange en tout cas les pédales. Il dit que la crise est venue justement à partir de cette personne qui est en prison par là de Charles Blé Goudé. Et c'est justement ce problème aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. Entre la presse écrite d'un côté, on a ceux qui supportent carrément le clan Ouattara et également l'autre qui supporte le clan Gbagbo. En tout cas pour notre vœu le plus cher, c'est que nous parlions désormais d'une même voix et surtout d'une même Côte d'Ivoire, pas de deux Côte d'Ivoire. Et c'est justement notre vœu le plus cher. Nous allons passer à la seconde partie de la Grande Tribune. Puisque le temps nous tient déjà à la gorge, allons-y rapidement. Nous allons encore faire un tour du côté de la Tunisie avec Presse de Tunisie qui nous parlait de la levée de l'état d'urgence. Est-ce le bon moment? C'est la grande interrogation de nos confrères. Et bien sûr, le journal constatait que le retour aux casernes n'a pas fait que des contents à cause de la persistance des menaces terroristes. Alors, un décret ordonnant la levée de l'état d'urgence sur tout le territoire tunisien alimente désormais les débats. Là-bas à Tunis, parce qu'on se pose bien la question de savoir si la menace terroriste était finalement finie. Alors, on se demande bien où va donc cet État tunisien qui a quand même instauré, il faut le dire, depuis le 14 janvier 2011, cet état d'urgence et qui finalement vient lever de cette manière où la menace terroriste se fait de plus en plus accrue. On se demande bien, est-ce que la police pourra donc prendre sur elle cette charge de sécuriser les rues de Tunis toute seule? C'est là le grand problème. Est-ce que la Tunisie a cessé d'être sur la menace terroriste? Est-ce qu'aujourd'hui, ces militaires qui se retirent pour aller davantage sécuriser les frontières vont laisser l'intérieur du territoire entre les bras de la police? Qui elle seule pourra-t-elle faire l'affaire? Autant de questions qui se posent là-bas en Tunisie, et donc le citoyen tunisien est plus ou moins inquiet. C'est vrai, la levée d'état d'urgence va permettre une circulation plus accrue. Les Tunisiens pourront se ressentir un peu plus libres parce que les bruits des bottes, des armes et des chars ne seront plus réguliers sur les pistes et les rangs de rue. Mais il se pose un problème. Est-ce que les terroristes ne vont pas frapper à tout moment?
Justement, pourquoi nos confrères de la presse de Tunisie s'interrogeaient cette semaine. Est-ce bon pour le moment? On espère que ce sera une bonne chose, pour ne pas dire une bonne décision, une bonne résolution prise par les autorités tunisiennes. Nous allons aller du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intergrecs, avec l'observateur Palga. Situation politique nationale, aveu d'échec de la médiation interne poursuivait l'observateur Palga. Le journal burkinabé parlait d'une fin de mission pour Jean-Baptiste Ouedraogo et compagnie par la simple volonté des leaders politiques qui se blessent dans ce bourbier. La longue crise de ce pays qui se plaise en tout cas dans ce bourbier. Voilà, au Burkina Faso, cette longue crise qui engrange quand même le mouvement politique burkinabé aujourd'hui semble avoir pris d'autres directions parce que, voyez-vous, même les médiations n'ont pas pu tenir. La médiation menée par Ouedraogo aujourd'hui, Jean-Baptiste Ouedraogo semble être aujourd'hui également en néant. Comme on dit souvent, elle a accouché d'une souris. Alors, Blaise Compaoré demeure pratiquement dans sa logique, celle de ne pas reculer dans ce qu'il a lui-même voulu entreprendre, c'est-à-dire la modification de l'article 37 de la Constitution pour lui permettre de revenir pour un autre mandat à la présidence et remettre sur pied le Sénat, qui est quand même, il faut le dire, entre dans la constitution du pays, mais dont certains Burkinabés pensent que le Sénat, pour le moment, ne servait à rien parce que c'est beaucoup de dépenses, mais pour ne pratiquement rien servir. Ça pose donc un problème. Les médiations qui se sont ensuivies n'ont pratiquement rien donné et on se demande si le Burkina Faso va finalement servir quelque chose de bien aux yeux du monde. En tout cas, même si la Constitution même si le Sénat fait partie de la Constitution, ce n'est pas toujours à M. Blaise Compaoré de la créer. On sait une chose simple, c'est qu'un autre chef d'État pourrait également la créer, justement parce que... Il peut également créer cette Constitution. Il peut également créer ce Sénat avant de partir. Rien ne lui enlève ce droit, sauf que l'article 37 est davantage problématique au Burkina Faso. En tout cas, nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre de ce côté-là, comme le disait l'observateur Palga, même si l'observateur Palga parle d'un aveu d'échec. Le directeur de rédaction de l'observateur Palga est en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Nous voulons avoir en tout cas le directeur de rédaction de l'observateur Palga. Vous avez l'antenne. Allô, bonjour, vous avez l'antenne. Monsieur le directeur de rédaction. Bonjour, cher confrère. Oui, vous avez l'antenne. Nous parlions de l'aveu d'échec de la médiation interne que vous avez souligné en tout cas au cours de cette semaine. On a quelques petits problèmes avec le directeur de rédaction. Oui, c'est là. Il faut dire la vérité, en fait, tu vois que la médiation interne qui avait été entreprise depuis une quarantaine de jours, en fait, était voulu. Allez-y, vous avez l'antenne. La position, en fait, de différentes parties était tellement forte qu'on se demande vraiment quel miracle allait pouvoir se produire pour que le médiateur en chef, le président Jean-Baptiste Ouedraogo, parvienne à concilier vraiment ce qui, a priori, en tout cas, paraissait inconciliable. Et effectivement, les craintes que beaucoup de gens avaient relevées dès l'entame de parler, en tout cas, se vérifier par la suite, parce que ils ont fini en fait justement par jeter le pont en avouant en fait justement avoir échoué à cause des irrégularités de différents partis. Donc nous revenons bien sûr en fait justement en long et en large sur ça, avec les différents scénarios de sortie de crise que les médiateurs en fait ont eu à faire. Vous savez bien que le problème en fait justement qui se pose au Burkina aujourd'hui, c'est la succession en fait de Blaise Compaoré qui devrait être ouverte en 2015. La personne est malheureuse de savoir si, comme dans de nombreux autres pays, on va encore perpétuer la Constitution pour permettre aux locataires à faire du palais de côté en mesure de prolongation, bien si le scénario d'honneur expliqué en plus par les locataires va devoir en tout cas être appliqué. Donc, si c'est ce scénario d'honneur, on devrait donc assister à un maintien en état de l'article 37 de la Constitution burkinabé qui limite à 2 le nombre de mandats. Donc voici un peu la problématique encore dans laquelle on a embarqué
C'est vrai, on parle de crise, mais la crise, en fait, justement, est encore latente. Et la crise n'est pas encore totalement ouverte. Et c'est d'ailleurs, en fait, avec la déduction, on croit qu'attendre, en début d'année, du certains groupes du CDP, qui a un peu, en fait, accéléré les choses. Voici un peu la situation dans laquelle on se trouve au Burkina aujourd'hui. Monsieur le directeur de rédaction, moi j'ai une question à vous poser. Vous dites dans les colonnes de ce journal qui est apparu au cours de cette semaine qu'en fait, aujourd'hui, les leaders politiques se plaisent dans ce bourbier. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais me répéter. Vous dites dans vos colonnes cette semaine que les leaders politiques burkinabés se plaisent dans ce bourbier, justement parce que vous avez souligné un aveu d'échec, mais que les leaders politiques burkinabés se plaisent dans ce bourbier. Non. Vous êtes avec moi ? On espère qu'il est toujours avec nous, le directeur de rédaction de l'Observatoire Palga. Ce journal. Voilà, donc on ne peut pas dire en fait justement que vraiment tout le monde se plaît, mais on a l'impression que chacun activité vraiment est sûr de ses forces actuellement. C'est une question de rapport de force, aussi bien le camp présidentiel, malgré la chimie importante en fait que le parti majoritaire a suivi, pour pouvoir en fait justement résister à ce qui se passe actuellement. Les partis aussi, ainsi que l'opposition en fait traditionnelle est convaincue de ses forces. Donc, on ne peut pas dire en vérité vraiment qu'il se plaît, mais bon, chacun vraiment, en tout cas, a l'impression, on a l'impression que chacun surestime un peu ses forces. Et à ce petit jeu-là, ce fait en fait justement les populations du Burkina, en fait, c'est qu'on assiste en fait à une sortie, à une tradition en fait RT. Qui sont RT par diverses raisons. Donc, pour diverses raisons. Que ce soit les référendums posés en fait par la ministre présidentielle qui est organisée, ou bien que ce soit en fait le président de l'article 37, on se demande en réalité vraiment comment chacun des deux camps va réagir par rapport à la situation qui sera qui va se présenter en fait à eux. Donc voici un peu vraiment le données du problème, mais on ne peut pas dire que se concerne en fait dans cette situation-là. Je ne pense pas. En tous les cas, pour des gens qui aspirent à rester au pouvoir d'État parce qu'ils l'ont déjà, ou bien qui aspirent à conquérir le pouvoir d'État pour l'exercer, on saurait dans tous les cas se satisfaire de cette situation. Donc même s'il faut reconnaître que dans tous les cas, le plus dans laquelle soit en fait les gens font partie de la vie politique. Et qu'il ne faudrait pas s'en limiter à outre mesure. Tant que vraiment on reste dans des considérations assez raisonnables. Merci beaucoup pour votre intervention. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle une que vous allez forcément commenter de votre journal. Je rappelle que c'est l'Observatoire Palga et que vous êtes le directeur de rédaction de ce journal burkinabé que vous nous appeliez depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Journal du Bénin, au cours de cette semaine, nous parlons de la RCA. La commission d'enquête commence son travail de terrain, nous apprenait le journal. La commission dirigée par le Camerounais Bernard Achomouna a 6 mois pour rendre son verdict. Le Camerounais est à pied d'œuvre. N'oubliez pas que Maître Bernard Achomouna est ancien procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc c'est quelqu'un d'expérience qui a été choisi pour cette tâche qui s'avère très difficile. En réalité, la commission qui est chargée de veiller sur des exactions commises en ce qui concerne les droits de l'homme en République centrafricaine est composée de 6 personnes, mais 3 y étaient effectivement cette semaine en République centrafricaine. Les 3 qui sont Fatima Mbaye de la Mauritanie et Georges Castaneda du Mexique, qui accompagnent Bernard Achomouna, ont pour lourde responsabilité, n'est-ce pas, d'interroger toutes les couches impliquées dans le conflit centrafricain pour avoir une histoire et la relayer après 6 mois entre les bras des Nations Unies pour s'en servir dans les prochains jours. En tout cas, comme le disait le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon a réclamé hier vendredi une décision rapide sur le déploiement de 12 000 casques bleus en RCA. C'était lors d'un point de presse. Il a demandé instamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, rapidement, en tout cas sur ses recommandations pour une opération de maintien de la paix du côté de la RCA en République
centrafricaine. Pour être totalement complet sur l'information en RCA cette semaine, n'oubliez pas que le Conseil national de la transition, qui fait office de Parlement centrafricain, est en ce moment en train de rédiger la nouvelle constitution, estimant que celle de 2006 est déjà démodée. Donc, elle a pratiquement 3 mois pour rendre sa copie et soumettre cela à un référendum. Justement, on parle également de 11 000 personnes, hommes, femmes, enfants, de 12 nationalités différentes, chrétiens, musulmans, venus de la capitale centrafricaine ou de localités de provinces effrayées, en tout cas par des miliciens, se retrouvent aujourd'hui à Garwaboulaye, à 350 km de la capitale camerounaise, précisément Yaoundé, dans les 12 autres points d'entrée au Cameroun, dans les régions de l'Est de la Damawa, soit 4 000 à 5 000 personnes par semaine qui entrent en tout cas dans ce pays de l'Afrique centrale. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au total, le Cameroun abrite désormais 130 000 Centrafricains ayant fui les violences. Ça, c'est pour le Cameroun. Il y a également le Tchad qui subit pratiquement les mêmes exactions, y compris la Guinée équatoriale, où était d'ailleurs attendu le président Paul Biya, qui malheureusement ne s'y est pas n'y est pas allé pour des raisons autres que nous n'allons pas évoquer sur ce plateau, mais c'était pour parler également de cette crise centrafricaine avec le président Obiangé Mambazogo. Allons-y avec Kaloum Presse. Kaloum Presse qui nous parlait de piraterie, le cri de détresse des artistes et musiciens guinéens. Titré Kaloum Presse au cours de cette semaine, le journal faisait savoir que les artistes réunis au sein de l'Union nationale des artistes musiciens guinéens ont appelé le gouvernement guinéen et l'ensemble des acteurs culturels du pays à une lutte groupée et efficace contre les actes de piraterie et ses œuvres. Les artistes ne vivent plus de leurs œuvres. On a constaté depuis un bon bout de temps et en Guinée-Conakry, cela semble être un cri de cœur, en même temps un cri de guerre. Les artistes réunis au sein de cette union veulent faire valoir leurs droits, veulent vivre davantage de leurs œuvres et demandent au gouvernement de la Guinée-Conakry de leur apporter ce soutien pour permettre à ce que ce mouvement de piraterie soit arrêté totalement. Même s'il faut remarquer que la piraterie est consentie par des hommes, des caciques du pouvoir qui semblent avoir beaucoup d'argent et en font des affaires. Nous avons M. Eli Ounia Camara, rédacteur en chef de Kaloum Presse, au téléphone. Bonjour M. Eli Ounia. M. Eli Ounia, bonjour. Bonjour, chers confrères et téléspectateurs d'Afrique Média. Oui, bonjour. Vous avez l'antenne. Vous avez l'antenne, M. Diounia. Donc, nous avons titré cette semaine, les artistes musiciens guinéens ont tiré la sonnette d'alarme parce que la Guinée ne fait pas l'exception en matière artistique et musicale. Dans les marchés, le long des carrières, les marchands proposent des façons, des qualités d'albums ou de CD appartenant aux humoristes. Il y a toujours deux qualités. On vous propose toujours l'original et la copie. L'original coûte environ 15 000 francs guinéens, ce qui fait à peu près 1 000 francs CFA, tandis que la copie coûte 5 000 francs, environ 300 francs guinéens. Ce qui fait que les artistes guinéens meurent à petit peu et ne profitent véritablement pas de leur œuvre. Il se trouve que 3 acteurs majeurs interviennent dans le monde de la culture en Guinée. Vous avez l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. Vous avez le ministère de la Culture et le bureau guinéen du droit de presse en quelque sorte d'organe national. C'est cette dernière organisation qui a porté plainte cette semaine contre X pour acte de piraterie auprès de la gendarmerie nationale de Guinée. Merci beaucoup, M. Eli Ounia. On l'a bien compris. Raoul Pépin Benabena, le CD original coûte à peu près 5 000 francs CFA. Mais celui qui est falsifié, on le retrouve sur le marché à 1000 francs CFA. Parfois même à 200, 300 francs. 300 francs CFA. C'est ça le problème, parce que l'artiste se sent totalement. Il ne vit pas de son art, alors que nous parlons des œuvres de l'esprit. Il y a de quoi quand même s'y mêler dans cette lutte pour permettre aux artistes de vivre de leur art. De leur art. Je rappelle que c'était M. Eli Ounia Camara, rédacteur en chef du quotidien guinéen, qui nous appelait tout droit de Conakry, de Kaloum Presse. Mutation, nous sommes là au Cameroun. Nous parlait de la gouvernance et des droits de l'homme. Le rapport explosif des Américains sur le Cameroun titrait Mutation cette semaine et qui précisait que le département d'État a rendu public sa perception du Cameroun en 2013. Décidément, les Américains sont au trousses du Cameroun. Rappelez-vous depuis Janet Gaver,
Robert P. Jackson aujourd'hui, celui qui est là. Le Cameroun semble être la prochaine visée des États-Unis qui ont un regard tout à fait particulier sur ce pays qu'on appelle le Cameroun. Et chaque année, des rapports y apparaissent. Cette année, paraît-il qu'il y a eu une particularité, le fait que le Cameroun a quand même été applaudi de ses avancées dans le domaine de la démocratie, mais demeure encore le mauvais élève en ce qui concerne les droits de l'homme. Le département d'État américain qui très souvent fait ce genre de rapport excite le peuple à aller davantage de l'avant pour ce qui concerne la mise en place des rouages démocratiques, le respect des droits de l'homme, tels que l'organisation des élections et bien d'autres choses, et y compris les instances telles que la police, la gendarmerie, qui sont très souvent chargées de rapprocher le peuple. Donc ça pose un problème. Les Américains qui veulent peut-être voir le Cameroun aller au-delà de ces efforts pensent qu'il y a autre chose à faire, mais la dénonciation, peut-être pour eux, c'est la meilleure manière. Il ne faut pas oublier que les pays africains n'existent que depuis 50 ans aujourd'hui après les indépendances, donc on ne peut pas vraiment trop leur reprocher. On n'a pas besoin de dire tout de suite, allons-y tout de suite avec la démocratie, allons-y tout de suite avec le développement. C'est vrai qu'il y a une certaine pression occidentale et américaine qui s'avère aujourd'hui avérée en Afrique. Les Africains sont parfois contraints à faire des choses au-delà de leur volonté. Et ces Américains qui estiment qu'ils sont aujourd'hui des donneurs de leçons, des très grands démocrates, nous ont aussi montré que là-bas on peut aussi faillir. Rappelez-vous cette élection présidentielle qui a quand même suscité des commentaires à travers tout le monde entier. Pendant de longs mois. Voilà, à travers tout le monde entier. Donc vous pensez aussi que en réalité, les Africains acceptent ce qui est bien et rejettent ce qui est mauvais. En tout cas, on rejette toujours ce qui est mauvais. C'est ce que rapportaient nos confrères de Mutation cette semaine. Gouvernance et droits de l'homme, le rapport explosif des Américains. En tout cas, cette information était à lire dans les colonnes du quotidien camerounais Mutation dans la parution de cette semaine. Terminant avec Notre Afrique. Notre Afrique qui nous parlait d'être première dame entre glamour et influence. Notre Afrique plongeait en tout cas dans l'univers des épouses de nos chefs d'État. C'était un dossier géant que proposait en tout cas le magazine cette semaine. D'où viennent-elles? Qui sont-elles? C'était à lire en tout cas dans les colonnes de Notre Afrique cette semaine. Exactement. D'où viennent-elles? Qui sont-elles? Que veulent-elles? Autant de questions on peut les poser, on peut se succéder en posant ces questions. Mais on constate quand même que les premières dames africaines, comme disait un comédien, veulent faire un coup d'État à leur mari parce qu'elles prennent déjà les devants de la scène. On a remarqué d'ailleurs des grandes organisations qui sont créées tout autour, avec les ONG telles que Synergie africaine et bien d'autres qui essayent quand même de soutenir les démunis. On a également vu la première dame gabonaise qui aujourd'hui a carrément un plan de guerre en tout cas contre la pauvreté. On va appeler ça un plan de guerre parce qu'elle a réussi à mettre sur pied un plan permettant au pays de rehausser son niveau de vie tous les 10 ans. Et un plan, même s'il prendra 10 milliards de francs CFA par an, c'est quand même une réflexion d'une dame. Et ce qui a lieu de constater avec notre Afrique, c'est de rendre cette affaire légitime. Ça veut dire que les premières dames devraient en principe avoir un statut d'accompagnateur peut-être de leur mari dans pas la de femme d'État ni de ministre. Non, en tout cas. pas femme d'État, pas femme de ministre, parce qu'en réalité, ce ne sont pas elles qui sont élues. C'est le mari qui est élu, mais on dit souvent derrière un grand homme se cache une grande femme. Et on ne peut pas également empêcher ces premières dames de mener une action louable. D'ailleurs, elles en sont nombreuses. Madame Chantal Biya du Cameroun est aujourd'hui ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Elles sont comme ça nombreuses, qui posent des actes positifs qui méritent quand même d'être encadrés. En tout cas, on l'a vu également sur la grande une de Notre Afrique. On a vu Chantal Biya, on a vu Dominique Ouattara. Elles sont nombreuses en tout cas sur la une de Notre Afrique. C'était au cours de cette semaine. Oui, on espère en tout cas voir quelqu'un de Mutation dans les quelques minutes à venir. Déjà, vous qui vous occupez de l'actualité africaine, Pascal Sibi Kangwa, il a été condamné à 25 ans. Voilà, exactement. Qui dit avoir traversé le génocide rwandais sans avoir jamais vu un cadavre, a été condamné hier vendredi à 25 ans de prison, surtout 25 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans cette tragédie 20 ans après les massacres dans lesquels le rôle de Paris a d'ailleurs été très critiqué, justement pourquoi ils ont eu un nouveau procès, en tout cas leur tout premier procès sur cette affaire. Je vous ai dit que le procès de Pascal Sibi Kangwa n'était qu'une comédie, parce que lui-même s'avérait un très grand comédien. Un très grand comédien. Parce que lorsque quelqu'un vous dit que pendant que le génocide a eu lieu, il n'a même pas vu un cadavre, mais il y a de quoi rire. Vous avez compris tout de suite que c'était un monsieur qui savait très bien qu'il était condamné. Il fallait tout simplement divertir la foule. Et il a réussi à faire divertir la foule jusqu'au moment où il a fait venir son frère cadet pour juger et être comme témoin. Malheureusement, il a été surpris du fait que son frère a été démantelé. Donc, Sibi Kangwa va passer 25 ans derrière les géants.
réclusion criminelle. L'histoire finit par vous rattraper dans Toujours. En tout cas, il nous a fait comprendre que pendant tout ce temps, il n'a pas vu un seul cadavre, en tout cas dans les rues. Et pourtant, il distribuait les armes partout. Et on se pose bien. Raoul Bena, nous allons parler d'un livre qui est dans la liste des prix Nobel de littérature cette année 2014. Tout à fait. Le livre, parce que nous sommes quand même une chaîne de télévision panafricaine, on parle d'un livre qui sera sûrement prix Nobel de la littérature cette année. On parle de Naître une fille, est-il une condamnation? Ça, c'est le titre de ce livre. Le titre du livre, c'est monsieur Jean-André Manga qui est l'auteur. Il est déjà auteur de Paradoxe, également auteur de Ma vie est une blessure. En tout cas, dans ce livre, on parle d'une femme. Malgré les conseils, il est mis en garde de sa collègue Jeanne Salomé, épouse Freddy, un dandy 2 fois divorcé. Toujours pas de chance pour Salomé qui a divorcé, divorcera. Révolté, Jeanne écrit un plan de guerre des femmes contre les hommes pour venger toutes les femmes du monde entier. En réalité, on veut bien s'interroger sur la fille. Et il a si bien dit, naître une fille est-il une condamnation? Mais ce qu'on va remarquer, c'est que les filles sont davantage en proie à des actions diverses. Ça veut dire que tout ce qui sont dans des sectes ésotériques tels que l'homosexualité, la franc-maçonnerie, comment on appelle encore ça, la Rose-Croix, le Rotary Club, on peut en citer beaucoup, tout ce que nous connaissons. Cherchent également ces jeunes filles. Et c'est pour ça que vous allez voir ces jeunes filles aujourd'hui, certaines vous diront qu'elles n'ont plus de sentiments parce que très abusées par des hommes qui les approchent très souvent. On leur demande même de lécher soit des plaies, on leur demande de boire des urines, on leur demande, et on se pose bien la question de savoir, naître une fille, n'est-ce pas là une malédiction? En tout cas, nous allons y revenir dans un instant avec Xavier Messier de journal Mutation qui est en ligne. Bonjour Xavier. Xavier Messier du journal Mutation, pour nous parler bien sûr. Je suis très heureux d'être de nouveau sur votre télé. C'est la deuxième fois que nous intervenons sur cette émission qui nous paraît très importante. Dans la semaine qui vient de se terminer, nous avons ouvert le journal Mutation avec le rapport que le département d'État, la division qui s'occupe de l'Afrique, a produit sur le Cameroun. Alors ce type qui est le rapport explosif des Américains sur le Cameroun fait un état de lieu en ce qui concerne notamment les droits de l'homme. Vous savez, le département américain qui s'occupe de l'Afrique a ceci de particulier, c'est qu'il a un regard très très porteur sur les problèmes de droits de l'homme, et ce problème de droits de l'homme qui ont des implications politiques. Alors, les aspects les plus saillants de ce rapport que nous avons retenu, c'est que les Américains ont fait une fixation sur un certain nombre de problèmes, notamment la liberté de la presse, les droits de l'homme en ce qui concerne les prisonniers. Vous savez, le dernier ambassadeur américain qui est parti, Jackson, avait fait un certain nombre de sorties, il avait eu un certain nombre de sorties dans lesquelles il avait estimé que l'opération épervier que mène le Cameroun depuis un certain temps pour assainir les mœurs au Cameroun, cette opération avait de relents politiques. C'est dans la mesure de cette observation américaine qu'ils ont eu à penser, par exemple, que Marafa Amidou Yahya, qui a été secrétaire général à la présidence de la République et qui a été au dernier poste gouvernemental ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, les Américains pensent notamment que ce prisonnier-là, qui est parmi les plus célèbres au Cameroun, ce prisonnier, ce n'est pas un prisonnier de droit commun, que c'est plutôt un prisonnier politique. Alors donc, est-ce que ce rapport, cette observation américaine, ce point de vue des États-Unis sur le Cameroun en ce qui concerne les droits de l'homme, a-t-il pesé sur le rapport que nous estimons explosif, que nous estimons à la mesure du petit, même accablant pour ce qui est de droits de l'homme? Alors nous avons estimé qu'il fallait publier ce rapport point par point, c'est-à-dire la presse, la santé, la formation, les droits de l'homme. Nous avons estimé publier ce rapport point par point sans commentaire parce que ce n'était pas un document qui émanait des enquêtes menées par Mutation, mais que c'est un document qui vient des États-Unis. Donc, c'est vrai que certaines personnes nous ont fait le reproche de publier ce rapport en ce moment-ci, et surtout que le chef de l'État, Paul Biya, envisage un voyage aux États-Unis, et qu'à un moment où il envisage ce voyage aux États-Unis, c'est-à-dire au mois d'août, il y a un certain nombre de gesticulations politiques qui se font dans ce pays, dans la mesure où on a vu
Comme c'était assez curieux, des groupuscules se formaient pour soutenir Marassa, pour dire que Marassa n'était pas un prisonnier comme tous les autres, que c'était un prisonnier politique. Alors, raison pour laquelle certaines personnes nous ont fait le reproche, mais nous avons le droit, n'est-ce pas, d'informer les Camerounais. Si nous ne publions pas ce rapport, nous ne sommes pas le seul média. D'autres allaient se faire le plaisir de le publier. La raison pour laquelle nous publions également ce rapport, c'est pour inciter les gouvernements camerounais, n'est-ce pas, à prendre des dispositions pour qu'au cas où ce dont le rapport américain ferait état, si c'était des choses qui n'étaient pas entièrement fondées, qu'ils ouvrent les yeux sur ça, parce que cela inhuma de l'image du Cameroun à l'étranger. Merci beaucoup, Xavier Messier, pour tous ces éclaircies et surtout pour votre intervention encore dans cette autre édition de Grande Tribune dans cette journée. Nous sommes en tout cas le samedi 15 mars de l'an de grâce 2014. C'était les éclaircies de Xavier Messier. On le connaissait déjà. Justement, on leur a reposé de ne pas vraiment mettre leur point d'honneur, justement parce que la plupart des groupuscules se sont formés pour dire libérer Marafa Mudiya à la place vraiment d'avoir de bonnes informations. En réalité, on sait que l'information semble être manipulée aussi depuis un bon bout de temps, depuis qu'il y a cette histoire des prisonniers VIP au Cameroun, où on les arrête pratiquement en tant que des corrompus et bien d'autres, et qu'on assimile finalement à des prisonniers politiques. Ça pose un problème et il y a cette manipulation d'une certaine presse qui malheureusement ne peut pas sauter aux yeux des autres. En tout cas, terminons toujours avec naître une fille est-il une condamnation. Je rappelle que c'est 252 pages. La préface est de La Brussière Ngong 2. La postface est du docteur Itom Epime. C'est chez l'Harmattan depuis un bon bout de temps. Et surtout, la soirée dédicace déjà présentée avec l'Harmattan, ce sera en juin prochain. En réalité, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu plus de temps pour en parler parce que ce livre détaille quand même la vie d'une jeune fille qui finalement était l'espoir de toute une maison, mais qui devient pratiquement vue comme une malédiction de par les exactions commises au quotidien par ces jeunes filles. Mais l'auteur a fait son travail et on espère mieux que nous allons acheter tous ce bouquin pour lire et savoir le contenu. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. En tout cas, nous avons été très heureux d'être encore là ce matin avec nos nombreux téléspectateurs. Les chiffres vont déjà au-delà d'1,8 milliard de téléspectateurs. Ça, c'est une marque de confiance et nous n'allons pas faillir. Steve Jocelyn Goss, on se donne rendez-vous lundi. On se donne rendez-vous lundi à 17h30 dans le cadre d'Afrique centrale, dans le cadre africain. Voilà, et nous revenons samedi prochain à 9h30 temps universel dans le cadre de la Grande Tribune, comme on le dit bien, et comme il faut terminer par quelque chose, mesdames, messieurs, comme le disait tout simplement Shakespeare, que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne réussiras jamais à échapper à la calomnie. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle édition de Grande Tribune. Madame, messieurs, restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end. Et à lundi, s'il plaît à Dieu.